mesdames et messieurs, chers invités, please welcome. Je vous invite à accueillir chaleureusement M. Khalifa Aboubacar Sall, maire de Dakar. Moi, je vous parlerai de ville et de développement, même si beaucoup d'entre vous peuvent le faire mieux que moi, et vous me parlerez de vous, c'est-à-dire de ces sœurs et frères qui vivent hors de leur pays et qui peuvent nous apporter les outils et les moyens avec lesquels nous pouvons développer ce que vous avez laissé là-bas. L'apport de la diaspora n'est pas rentabilisé à 100%. La diaspora a peur d'investir en Afrique parce que c'est précaire. Aujourd'hui, c'est ça. Demain, tu ne sais pas ce qui va arriver. Particulièrement au Sénégal ou partout ailleurs en Afrique, le système judiciaire n'est pas 100% fiable. Les recours peuvent durer des années et des années. Si on te roule dans la farine, alors comment tu vas faire? C'est pas comme ici ou ailleurs. Ça prend un certain temps. Mais là-bas, tu ne sais pas. Et puis, en plus, tu n'es pas sur place. Si tu n'es pas sur place, comment peux-tu avoir confiance à ce système-là? Donc, ce qu'il faut faire, c'est réformer ce système-là, l'adapter aux normes internationales, sécuriser les investisseurs, et c'est en ce moment seulement que la diaspora pourrait arriver au Sénégal ou ailleurs investir à 100%. Mais tant qu'il n'y a pas de balise, ça ne fonctionnera pas. Nous connaissons les barrières, les obstacles et les difficultés auxquelles nous sommes confrontés et les jeunes. Il faut maintenant qu'on arrête d'en parler. Il faut trouver des solutions. Personne ne viendra développer notre pays à notre place. Aujourd'hui, nous n'avons aucune banque de développement au Sénégal. Nous n'avons aucun fonds d'investissement national au Sénégal. Vous voulez avoir un crédit, ce crédit, vous ne pouvez pas y accéder quand vous êtes sortant, parce que vous n'avez pas de garantie. Il est à un taux d'intérêt que vous ne pourrez jamais rembourser et vous n'êtes même pas éligible. Au Sénégal, les gens pensent que nous, la diaspora est une vache laitière. On est riche, on est plein à craquer. Ce n'est pas nécessairement ça là. Oui, on a accès à des ressources, on a accès à des prêts plus faciles, à des taux avantageux, comme 0% d'intérêt pendant 1 an. Ça, on peut l'avoir. Mais sauf que cet argent, ça ne nous appartient pas. Si on l'investit au Sénégal, il faut que cet argent soit rentable. Mais, des fois, on a peur aussi de l'investir au Sénégal. Mais le drame du Sénégal, c'est que, vous savez, quand quelqu'un a bac plus 5 ou bac plus 6, il y a 600 000 ou 500 ou plus de 100 000 bac plus 6 au Sénégal qui n'ont pas de travail. Pouvez-vous concevoir, avec les problèmes de santé que nous avons presque 15 000 médecins et docteurs qui chôment? Oui. Aujourd'hui, la mairie de Dakar, on peut recruter un médecin, donc quelqu'un qui a fait bac plus 7, un docteur, quelqu'un qui a fait bac plus 10, à 200 000 francs CFA. Vous ne pouvez pas me croire? Ils ne travaillent pas. Ils n'ont pas de travail. Je vous dis, le Sénégal, en ressources humaines, ce n'est pas notre problème. C'est comment et où les utiliser, notre problème. On a formé, on a éduqué. Aujourd'hui, notre challenge, c'est de donner à ces jeunes garçons et filles des moyens de s'épanouir. C'est en cela que pour l'instant, nous avons failli. Nous le reconnaissons. Le monde est urbain. Nous n'avons pas besoin d'épiloguer là-dessus. Tout le monde est d'accord. Le monde est urbain. Dans nos pays, dans le monde entier, les 2/3 des populations sont dans les villes. C'est-à-dire que la vie est dans la ville. Mon nom est Oumar Diallo, je suis vérificateur interne principal chez SNC-Lavalin. Je suis ce soir à titre personnel à cet événement pour la causerie que le maire de Dakar, M. Sall, a donnée. Et j'ai beaucoup apprécié son intervention, j'ai beaucoup apprécié les échanges. Je pense que M. Sall a une très grande ouverture, que ce soit
de lui-même, en toute humilité, pour prendre les meilleures idées pour la ville de Dakar. Il est conscient des enjeux. Les enjeux ont plusieurs formes, il y a plusieurs aspects. Il y a des problèmes de transport, il y a des problèmes d'urbanisation, il y a des problèmes d'accès à la santé. Donc, il y a de nombreuses problématiques. Mais je pense qu'il y a cette ouverture en fait, pour essayer de trouver des solutions innovantes, mais qui répondent aussi à la réalité des gens sur le terrain. Donc je pense qu'une des personnes avait mentionné ça, que 25%, un quart des Sénégalais, en fait 25% des Sénégalais vivent sur 0,5% du territoire. Donc évidemment c'est un très grand défi. C'est un défi qu'il faut relever. C'est un défi qu'il faut relever au niveau municipal, bien sûr la mairie, mais aussi avec d'autres acteurs, surtout du secteur privé. Et il a mis l'emphase là-dessus, le secteur privé pouvant offrir aussi des pistes de solutions, l'entrepreneuriat, faire en sorte que justement les jeunes s'impliquent, mais que les jeunes s'impliquent justement aussi en créant des cliniques, en créant des solutions, etc. Donc en fait, c'est ça, c'est aussi valoriser l'initiative personnelle. Puisque cette vie se passe à la base, comment cette base devrait-elle s'organiser pour répondre aux questionnements, pour satisfaire les aspirations de ces populations? Donc, tel que nous posons le problème, donc cette diptyque ville, développement économique et diaspora, elle est pertinente. Je crois que le maire a dit le concept clé pour nous les Africains, que nous soyons hommes ou femmes, en particulier les hommes. C'est le changement de mentalité. Aujourd'hui, comme disait le Premier ministre Justin Trudeau, nous sommes en 2016. Nous ne sommes pas en 1876, du temps de Cheikh Omar Tall, mon arrière-grand-père. Donc les mentalités ont changé, les choses ont changé. Aujourd'hui, lui, il a quitté, et sa famille, ils ont quitté leur Wallo. Nous avons quitté notre Fouta. Les autres ont quitté leur Casamance. La ville, comme il a dit, la vie, c'est en ville. D'où la restructuration, d'où le changement de comportement, d'attitude. Quand les gens ont peur de dire la vérité, pour être impopulaire, pour ne pas être condamné, pour ne pas être jugé, pour ne pas perdre les prochaines élections, on n'ira nulle part. Comme il dit, il faut qu'il y ait un politicien qui ose ne pas être populaire, parce que c'est au bout de ce compte-là qu'on arrivera à des résultats probants, qu'on arrivera à un développement durable. Et c'est un défi, parce que dans quelques années, la démographie africaine va exploser, et exploser des jeunes. Il faut organiser tout cela, il faut réorganiser les villes. Donc la sociologie, effectivement, des villes, il faut la faire parce que la vie se passe en ville. Les villes maintenant sont différentes. Je crois que quand nous parlons d'une ville africaine, surtout les nôtres, qui ne connaissent que 50 ans d'existence et de vie, par rapport à une ville comme Montréal ou aux villes du Nord, effectivement, les situations diffèrent. Bon, ça fait pas tellement longtemps que je suis revenue d'Afrique et ce que j'ai fait à Accra, Abidjan et puis Lagos. Et au Togo aussi, j'ai fait Lomé, j'ai fait Ouagadougou. Et bon, ce qu'on remarque, c'est ce développement anarchique donc, de ces villes. Parce que donc il y a les problèmes des zones rurales qui font que les villes s'agrandissent beaucoup plus rapidement que beaucoup plus rapidement que les plans qui sont mis en place. Et là, ça cause des problèmes sérieux parce qu'on voit des quartiers qui sont complètement bidonvillisés, les marchés un peu partout, ça fait un grand chaos. Par exemple, à la ville de Dakar, il manque beaucoup d'électricité, pourtant c'est un grand producteur d'électricité. Et le Ghana, mais la ville d'Accra, il manque d'électricité tout le temps. On ne peut pas comprendre ça. J'imagine que c'est un peu le problème un peu partout aussi, cette façon de développer seulement qu'une ville principale au détriment donc des villes internes. Par contre, moi je pense clairement que c'est d'être en mesure, même si c'est difficile, d'arriver à planifier quand même des services de base. Le cadastre, donc avoir un cadastre qui est plus clair, les titres fonciers, les titres de propriété, avoir un peu de la clarté là-dessus. J'imagine que
Ça peut aussi faciliter les services de base, donc s'assurer que quand même il y a de l'eau dans certains quartiers. Je parle le cas de Niamey, par exemple. Niamey est une ville au Niger qui grandit beaucoup, mais les quartiers grandissent tellement que on va construire des maisons dans des endroits où il n'y a pas forcément accès à l'eau, il n'y a pas d'électricité, etc. Donc bref, c'est quand même d'être en mesure quand même de livrer des services de base comme l'eau et l'électricité là où il faut. C'est un enjeu, c'est sûr que ça requiert de nombreuses réponses de plusieurs acteurs, mais c'est faisable. C'est effectivement aussi l'organisation. Moi, je suis sidérée quand je vais à Dakar de voir un peu partout des boutiques, par exemple sur l'avenue Centenaire ou vers Tilène, etc., etc. Il faut être rigoureux avec nos populations. Leur dire que c'est vrai, les décisions que nous allons prendre, peut-être que ça va vous affecter aujourd'hui, mais demain ce sera mieux. Donc il faudrait que nos politiciens aient le courage de prendre des décisions impopulaires, mais qui à long terme seront payables pour les générations présentes et futures. Parce que chez nous, la planification urbaine court derrière l'établissement humain. Alors qu'il faut planifier pour accueillir. Aujourd'hui, toutes les villes du Sud, nous sommes dans une phase de régularisation, de restructuration, de réorganisation urbaine. Alors que dans les villes du Nord, ces questions sont dépassées depuis longtemps parce qu'elles ont été tranchées dès le départ. Quand vous voyez Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, Montréal, les questions d'urbanisme ont été traitées depuis très longtemps, du moins dans leurs fondamentaux. Aujourd'hui, ils sont dans l'amélioration de la qualité de vie, alors que nous sommes dans l'organisation urbaine. On a peut-être des réalités qui sont différentes, mais on en a aussi, malgré nos différences, beaucoup de points qui nous rassemblent. On a des citoyens, on a des problématiques, que ce soit de sécurité, que ce soit de radicalisation, que ce soit d'éducation. On a ces mêmes problématiques-là, mais on a des façons différentes de les approcher, tout dépendant dans quelle ville on est, dans quel pays on est et comment on pense à régler les choses. Et ce qui est merveilleux avec le maire de Dakar, c'est que sa mentalité, elle est internationale. Elle n'est pas juste africaine. Il est capable de voir ce qui se passe ailleurs, puis de dire, écoutez, il y a des bonnes choses qui se passent, puis prenons ces bonnes choses-là, puis essayons-le chez nous, parce que ça fonctionne ailleurs. Et vice-versa. Moi aussi, je suis allée à Dakar. Le maire de Montréal est allé à Dakar. Et pourquoi? Lorsqu'on visite ces pays, on s'émerveille sur les choses parce qu'il y a des choses que vous prenez le temps de faire que nous, on ne prend pas le temps de faire. Le jour où nous comprendrons que c'est l'argent facile de l'exportation de nos matières premières doit faire place à l'argent difficilement produit de la production que nous devrons construire chez nous, nous aurons renversé la tendance. Et c'est ça qui est important pour nous, Africains. Transformer nos produits chez nous, créer de la valeur ajoutée. Pour cela, il faut que nous nous fassions confiance. Nous faire confiance, c'est promouvoir nos ressources humaines. C'est la première exigence du développement. Tous ces pays qui se sont développés, c'est parce qu'ils ont d'abord construit des ressources humaines sûres, valides, compétentes. Éducation, formation. Le drame de l'Afrique, c'est que nous avons beaucoup de diplômés, Bac plus 6, Bac plus 8. Mais Bac plus 2, combien on en a? Et ce qui produit, ce qui font fonctionner les industries, ce qui développe l'économie, c'est cette tranche intermédiaire sur laquelle nous n'avons pas encore beaucoup mis l'accent. Et c'est ça l'handicap de l'Afrique. Développer nos ressources humaines, nous faire confiance et construire nos développements à partir de ce que nous sommes, de ce que nous avons et de ce que nous pouvons faire. Si ce changement de paradigme est opéré et que cela se passe maintenant à la base, bien sûr, il y a d'autres contraintes, il y a la gouvernance. Vous nous direz, nous sommes tous des corrompus, vous qui êtes là. Une gouvernance crédible, une gouvernance vertueuse, parce que c'est ça aussi qui encourage. Moi, j'étais séduit aujourd'hui par la qualité des personnes qui étaient là. Séduit par la qualité des interventions. Séduit par véritablement leur envie d'apporter, de contribuer, de donner à leur pays, à leur ville d'origine.
Ça, vraiment, j'ai été comblé. Mais j'ai surtout apprécié la tonalité qui était contributive, qui était très critique. Parce que c'est ça qui est important. Vous n'avez pas les contraintes des populations qui attendent des autorités de l'argent, du riz, des petites faveurs. Vous êtes libre et indépendant. Quand nous venons à vous, nous ne voulons pas nous entendre dire nous sommes bien, nous sommes bons. C'est de nous dire ça ne va pas bien, ça peut aller mieux là. Et c'est ce que j'ai eu, c'est pourquoi je rentre heureux. Maintenant, comme j'ai dit, il faut que la diaspora évolue dans son intervention au pays. C'est bon de soutenir les familles, c'est bon de soutenir les amis, mais ce serait mieux de soutenir la collectivité, c'est-à-dire d'être dans l'investissement, d'être dans le développement, d'être dans le conseil pour que le plus grand nombre en profite. C'est ça le challenge.